Bonjour Christian Boujon. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, je vous remercie. Merci de nous recevoir dans vos bureaux, ici, dans les bureaux de Morzine. On va parler de vous, de votre aventure, de votre success story également. Vous êtes l'un des, je dirais peut-être même un des seuls pilotes d'hélicoptères au monde à cumuler 35 000 heures de vol. Oui, effectivement, j'ai fait ça un peu toute ma vie, on va dire, enfin une grosse partie de ma vie, et ce qui m'a amené à ce résultat. Alors, un parcours de vie assez exceptionnel. Vous êtes fils de paysan. Il n'y a bien sûr rien de péjoratif là-dedans. Fils de paysan. Vous êtes originaire de Bourg-Saint-Maurice. Vous avez été diplômé en plomberie. Et puis, progressivement, vous vous êtes rapproché de cette activité héliportée en montagne au sein d'une société. Le premier vol en tant que passager, naturellement, c'était à bord d'un lama. Ça a été une révélation pour vous? Oui, j'ai été assez attiré par cette machine qui vole et sur laquelle on peut se déplacer. On peut avoir une vue du haut magnifique. Moi, je suis un montagnard et j'adore la nature. Forcément, ça m'a un peu stupéfait. Vous avez été également pisteur secouriste aux Arcs. Vous avez baigné naturellement dans ce milieu de la montagne. Qu'est-ce qui vous a attiré, vous le disiez, dans ce fait de vivre de l'hélicoptère, de l'activité héliportée? C'est cette notion de liberté? Oui, un peu. Bon, auparavant, j'ai quand même fait plusieurs choses. Donc, j'ai été, comme vous le dites, à l'école des moniteurs à Saint-Michel-de-Maurienne, où j'ai appris le métier de plombier et on nous formait pour le monitorat. J'ai ensuite travaillé à la station des Arcs en tant que perchman, pisteur. Et ensuite, j'ai passé mes diplômes de moniteur de ski, ce qui m'a permis de pouvoir enseigner. Et ensuite, tout s'est déroulé pour être près de l'héliportage, on va dire, de la montagne. Et ça m'a fasciné. Donc, moi, comme j'étais quelqu'un qui avait envie qui avait soif d'activités, de choses nouvelles, et ça m'a attiré. Ça vous a attiré. Vous avez été donc contraint et forcé de passer le brevet de pilote privé tout d'abord d'hélicoptère. Vous avez travaillé pour l'obtenir. Oui, tout à fait. Bon, auparavant, il y a eu quand même pas mal d'étapes. Du fait qu'on travaillait en montagne avec les hélicoptères pour poser soit des paravalanches, soit des CATEX. Les premiers CATEX, je me souviens, j'ai participé énormément. Ensuite, on est venu à la remontée mécanique et forcément, on crée des liens avec les hélicoptéristes et en particulier avec les pilotes parce que c'est un lien très, très rapproché et avec une complicité énorme. Et du coup, je suis devenu ami avec un ou deux pilotes. Je me souviens toujours avec Jean-Luc Minicali, qui était un pilote très talentueux. Albert Constant également, un pilote très talentueux. Et puis d'autres pilotes aussi, comme Michel Lévêché, Patrick Avesque, Philippe Grégoire, qui a été mon instructeur pour passer mon brevet pilote privé. Donc forcément, ça marque et ça reste ancré. Il vous prenait en passager? Oui, alors, au début, moi, comme j'avais de bonnes connaissances montagnardes, donc j'étais souvent sous la machine, donc à préparer les charges, accrocher les charges, les guider, et puis ensuite, il me mettait les doubles. Je me souviens, Jean-Luc, il m'a mis les doubles. Les doubles commandes. Doubles commandes pour faire mon premier vol, et ça, c'était vraiment une satisfaction. Hein. C'était stupéfait. Et donc tout ça, ça m'a vraiment accroché. Et du coup, après, tout s'est déroulé, quoi. Tout s'est déroulé. Vous avez passé le second brevet de pilote professionnel cette fois pour pouvoir en vivre et commercialiser vos prestations. Oui, tout à fait. Bon, entre-temps, j'ai fait le privé. Donc ensuite, je m'occupais d'organiser les missions, de voir les clients, d'être sous la machine. Donc tout ça, j'ai grandi en même temps en faisant des heures. Et ensuite, j'ai passé le pilote professionnel, ce qui m'a permis d'accéder à l'entreprise et puis faire des missions. Donc auparavant, j'ai été quand même en Suisse pendant 3 semaines pour me faire tester, mais aussi former.
et pour valider mes compétences. Et à l'issue de cela, donc j'ai pu après commencer ma carrière. Voilà, vous avez eu le brevet de pilote professionnel le 19 avril 86. Ouais. C'est une date qui marque, j'imagine, pour vous. Tout à fait. Vous étiez commercial également dans ces activités au départ. Ouais. Ça vous a donné aussi un bon contact humain, le sens des responsabilités et de vendre aussi vos prestations finalement. Oui, tout à fait. Bon, après, on est tout de suite baigné dans qu'est-ce qu'est une entreprise, comment il faut la faire fonctionner, parce que, bon, moi, mon but, c'était quand même de réaliser mon métier de pilote, ça c'était la première chose, mais aussi que ce soit quelque chose de rentable et puis de concret. C'est-à-dire qu'on va chercher la mission, on la vend, on la réalise, et à la fin, ben, c'est le fruit de ce que l'on a fait et qui va permettre aussi de faire vivre et d'avoir une perpétuité dans tout cela. Oui, parce que vous auriez pu finalement rester simple salarié, entre guillemets, et ne pas avoir tous ces soucis de gestion. Vous avez décidé de créer votre entreprise. Oui, alors bon, après quand même, j'ai fait une grosse période dans une grosse entreprise où lequel j'avais beaucoup de casquettes. Donc, ce qui m'a permis aussi de prendre de l'expérience en tant que pilote. Et ensuite, moi, comme je suis quelqu'un de très indépendant, les grosses entreprises, c'est quand même compliqué. Il faut pouvoir s'entendre avec tout le monde. Il faut suivre la perception de l'entreprise, c'est-à-dire savoir où le chef d'entreprise veut aller, en fait. Voilà, tout à fait. Quel va être le projet. Et c'est vrai que, bon, ben, à ce niveau-là, moi, j'étais plutôt indépendant. Donc, bon, ben, après, il fallait faire un choix. Et bon, ben, j'ai fait le choix de créer mon entreprise en 1998. C'était un choix naturel, en fait, tout simplement. Oui et non, parce que j'étais quand même bien loti où j'étais, puisque j'étais le gérant de l'entreprise. J'étais actionnaire dans une autre entreprise qui possédait un hélicoptère, donc, mais être dans un gros groupe, c'est pas simple, et il faut être formaté pour ça. Et des fois, il faut rendre des comptes. Oui, ça c'était pas ce qui me gênait le plus, parce que les comptes étaient plutôt bons. Mais c'est cet esprit de liberté, cet esprit de créer, c'est aussi un challenge parce que bon, il y a des enjeux financiers qui sont énormes et bon ben voilà, c'est toute cette perception qui m'a permis de faire cela. Alors vous parliez d'enjeux financiers. Quand on monte une société de transport par hélicoptère, il faut acheter un hélicoptère. Justement, comment ça se passe à l'achat du premier hélicoptère? Combien ça coûte? Et j'imagine qu'il faut avoir le soutien des banques. Oui, alors bon, au début, j'ai loué. J'ai trouvé une entreprise qui me louait les appareils. Donc, bon, elle était aussi satisfaite parce que je faisais beaucoup d'heures. Donc, ça lui rentabilisait bien son outil. Et ensuite, après, bon, ben, je me suis dit, non, attends, il faut que je capitalise. Bien sûr. Parce que on va pas faire vivre les autres, d'autant plus que, bon, je travaillais un peu jour et nuit pour ça. La clientèle me suivait, donc j'avais quand même quelques partenaires qui étaient vraiment ancrés vers moi. Et donc, je me suis dit, bon, ben voilà, je vais comment m'acheter le premier hélicoptère. Après, bon bah oui, forcément, comme toute entreprise, on fait un prévisionnel. Y avait de l'antécédent puisque j'ai fonctionné 2-3 ans avec de la location, donc ils ont vu les chiffres que je faisais. Bon, j'avais déjà ma place un petit peu sur le marché, donc ce qui fait que bon, c'était pas facile, mais ça a permis d'aider quand même. Il n'y avait pas de risque et ils étaient rassurés, ces partenaires financiers. Voilà, bon, bah, il y a toujours un risque, mais tout s'est imbriqué et toutes les planètes s'étaient alignées. Combien ça coûte un hélicoptère aujourd'hui, comme celui, enfin, parmi ceux que vous avez? Aujourd'hui, ça coûte très cher parce que les premiers hélicos que j'ai achetés, le premier hélicoptère, c'était un Écureuil B3, donc l'appareil le plus puissant de la petite gamme de chez Airbus,
qui était, là ça coûtait autour d'1,3 million. Aujourd'hui on en est à 3 millions. Ah oui. Bon, il y a eu de l'évolution bien évidemment, mais pas tant que ça. Vous avez reçu le 7 millième exemplaire de chez Airbus qui vous a été livré et remis en main propre. Ce sont donc des machines qui sont fiables et qui connaissent un grand succès commercial. Parce on peut faire beaucoup de choses avec ce type d'appareil, les écureuils B3. Oui, c'est un appareil très polyvalent. Donc c'est un appareil, nous on fait principalement de la charge, donc on peut faire de la charge, mais en 5 minutes on peut le transformer pour faire du vol touristique. Après, on fait aussi un peu de secours, donc on peut le transformer rapidement pour faire du secours. C'est un appareil qui est quand même assez puissant. Je dirais pas agile, mais très adapté à la haute montagne, puisqu'il a le record de l'altitude. Il s'est posé sur l'Everest avec un pilote de chez Airbus. Donc c'est un appareil qui est vraiment pour nos besoins, quoi. Quel poids vous pouvez lever en montagne? Plus d'1 tonne? Alors ça dépend de beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres. Il est donné pour 1 tonne 3, 1 tonne 4 au niveau mer, mais après l'altitude joue un rôle, la température joue un rôle, l'aérologie joue un rôle, le site également. Donc c'est difficile de répondre à cette question, mais on a de belles performances avec. Et donc, par exemple, on peut dire que à 1500 mètres, on va prendre dans du standard, on va prendre 1 tonne pour être à l'aise, quoi. Ce sont des activités multiples en montagne. Quel genre de travaux effectuez-vous dans nos régions des pays de Savoie? Beaucoup de transport de charge, du matériel pour les remontées mécaniques, pour les refuges également d'altitude? Oui, effectivement. Donc, on travaille essentiellement dans les stations, mais pas que. On travaille aussi beaucoup en France, un peu sur les supermarchés, par exemple. On met des extracteurs sur les toits. On peut travailler sur les fleuves, on peut travailler un peu partout. Ici en montagne, l'hiver on fait du déclenchement d'avalanche, on fait du ravitaillement de cadres à oxygène pour les Gazex, on répare les Catex, ensuite on fait du vol touristique, mais après, une fois la saison, je dirais un peu terminée d'hiver, on va commencer nos travaux à l'élingue, c'est-à-dire on transporte du béton, on débarque du bois, on travaille pour les particuliers, on travaille pour les entreprises de travaux publics, on travaille pour les protections de route, pour les protections SNCF. On a multiples activités qui nous permettent d'avoir du travail. On travaille aussi pour le RTA, le réseau de transport d'électricité, pour Enedis. On travaille un peu pour tout le monde, hein. Aujourd'hui, l'hélicoptère, il est devenu un appareil essentiel en montagne, mais pas que, pour laisser justement, pour amener la charge tout de suite, ne pas détruire la nature et de la mettre en place immédiatement. Évidemment, ça fait un peu de bruit, mais c'est quand même maîtrisé. C'est beaucoup plus économique et beaucoup plus éco-responsable, comme on dit en montagne? Oui, tout à fait, oui. Oui. Ça évite de tracer des chemins quand il n'y en a pas, ça évite de couper des arbres également dans la forêt pour passer. En fait, tous les points sont positifs avec le travail héliporté en montagne aujourd'hui. Oui, forcément, vous voyez, on prend une charge, on l'amène du point A au point B, elle est en place immédiatement, et pour ça, rien n'a été fait aux abords, hein, pas fait de route, pas coupé d'arbres, etc., etc. Donc c'est aussi un gain de temps parce que la saison est courte. La saison, elle débute, on va dire, fin mai, et il faut qu'en octobre ou novembre, elle soit terminée parce que forcément, le mauvais temps peut arriver et il y a aussi un timing qui doit être respecté. J'allais dire, la seule contrainte, c'est la météo, peut-être le jour J, de reporter le lendemain ou de modifier les plannings. Oui, absolument. Ça, c'est une jonglerie, hein. J'y suis habitué. Donc, C'est vous qui gérez les plannings ici chez Blujon Hélicoptère? Oui, je gère tous les plannings des machines parce que je connais parfaitement bien le métier. Mes fils,
ont tous un rôle différent du pilote. Essentiellement, c'est le pilote, bien évidemment, mais Hugo est le PDG de l'entreprise. Après, Victor, il s'occupe aussi de toute une partie documentation. Donc, ma fille, elle s'occupe de valoriser l'entreprise en termes d'image. Mon autre fils à Bourg-Saint-Maurice, il pilote essentiellement, mais il s'occupe un peu du matériel. Donc, on a tous un rôle réparti parce qu'on est une petite entreprise et on ne peut pas se permettre d'embaucher. Beaucoup de personnel aujourd'hui en France, ça coûte cher. Donc on précise quand même Sébastien, Hugo, Victor, vos 3 fils, qui sont tous les 3 pilotes également d'hélicoptères. Blujon Hélicoptère, une entreprise familiale. Et Élise, qui est au marketing et à la communication, qui m'a aidé précieusement à préparer ce rendez-vous aujourd'hui avec vous, Christian. Quand vous avez créé l'entreprise, vous pensiez que vos fils prendraient la succession un jour ? Non. Ou ça s'est fait comme ça, naturellement ? Non, pas vraiment, parce que chacun, enfin mes fils, ils avaient peut-être des destinées différentes, sauf Hugo, qui lui était vraiment très passionné. Donc il surveillait mes faits et gestes chaque jour, qui m'accompagnait sur les chantiers. Alors lui, c'était un peu écrit qu'il allait faire pilote. Bon, Sébastien, oui, parce que je l'ai embauché, je l'ai pris comme, dès que j'ai créé l'entreprise, je l'ai pris comme suiveur. Donc il était intéressé, ça lui plaisait, il m'a accompagné également, donc c'est quelque chose qui était parti là. Après, Victor, lui, était pas vraiment destiné à faire ça, mais il a aussi tourné de ce côté-là parce que on s'est dit, si ça vous intéresse, pourquoi pas. Donc, mais je les ai pas forcés. C'est eux de naturel qui sont venus. Alors j'ai lu dans le très beau livre que vous avez sorti dernièrement, on en reparlera, mais Hugo a déclaré que l'histoire de vie de notre père a impacté notre vision de ce métier et notre manière de le pratiquer. C'est vrai qu'il y a certainement un made in Blujon Hélicoptère que vous avez transmis en tant que créateur à vos enfants. Oui, forcément, parce que ils voyaient ce que je faisais, ils étaient avec moi. Et puis ils étaient quand même, c'est quand même confortable comme métier. Hein. On va pas dire, on pourrait presque dire qu'on travaille pas quand on fait ce métier, mais malgré tout, c'est tellement fascinant. C'est toujours passionnant quand on fait son métier avec passion, comme vous. Il y a quand même un point, c'est peut-être confortable, mais il y a un point essentiel, c'est la sécurité. Vous mettez un point d'orgueil justement à avoir ce mot sécurité à la bouche, 24 heures sur 24, malgré vos 35 000 heures de vol. Oui, ça c'est quelque chose d'indéniable, hein, et la sécurité c'est important. Dans la sécurité, ça comporte bien évidemment l'extrême vigilance et aussi le sang-froid, mais aussi le bon sens. Et ça, c'est des qualités qu'il faut avoir parce que sans quoi, il y a plus de risques, mais comme dans tout métier. Tout le monde doit avoir du bon sens, doit avoir de la vigilance. Alors, elle peut être, elle est différente, elle peut être accrue, plus ou moins, etc., etc. Mais c'est les maîtres mots quand même de notre métier. Même si vous préparez très bien vos travaux en amont, j'imagine qu'il y a toujours, comme vous le dites, une part de risque. Qu'est-ce que vous redoutez le plus ? Oui, après, c'est forcément, on travaille avec la mécanique. Donc, la mécanique sur ces appareils, c'est fiable, mais on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. Donc, on doit prendre en compte tous les paramètres qui vont nous permettre d'avoir une chance de limiter les risques. Voilà. Il y a quelque temps, on avait pas mal d'accidents d'héliportage en montagne à cause des câbles, des hélicos qui se prenaient dans les câbles, avec les élingues. Beaucoup moins maintenant. Est-ce que la sécurité et les conditions de sécurité ont évolué avec le temps ? Oui, elles ont évolué, effectivement. Ouais, il y a, je dirais, 30 ans en arrière, 30, 35 ans. En tout cas, c'était pas les balbutiements, mais en tout cas, on l'utilisait de plus en plus. Et peut-être que les gens étaient moins sensibles, peut-être qu'il y avait aussi un manque de connaissances, et tout ça a permis de faire évoluer le métier, sensibiliser les pilotes, les clients, et toutes ces méfaits ont permis d'avancer.
Est-ce que c'est un métier qui est plus masculin que féminin? Non, effectivement, il y a beaucoup plus d'hommes dans le métier de pilote, mais il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas autant de femmes. Hein. C'est une question de choix et de moyens. Vous avez, Christian, 35 000 heures de vol. Je voudrais quand même faire état de votre palmarès. Vous avez été élevé au grade de chevalier de la Légion d'honneur à la promotion du 14 juillet 2021. Nommé au rang de l'Ordre national du mérite en 2003. Vous avez reçu la médaille de l'aéronautique en 2011, puis du secours en montagne en 2012 pour l'ensemble des services rendus. Vous êtes colonel de réserve pour l'armée de l'air depuis 2023. Est-ce qu'on rêve encore, après tous ces titres aujourd'hui et à votre âge, qu'est-ce qui vous ferait rêver encore avec passion comme ça dans le métier que vous exercez? La santé qui puisse durer très longtemps, malheureusement, on ne le décide pas. Mais et puis de continuer aussi à piloter parce que j'aime bien ça. Après, maintenant, je le fais différemment parce que bon, ben, mes fils sont là et puis forcément, quand on prend de l'âge, on fait quand même plus attention à ce que l'on va faire, pas que dans ce métier, dans toute la vie en général. Donc voilà, c'est tout ce que je peux espérer et que l'entreprise puisse continuer dans de bonnes conditions avec de l'épanouissement. Est-ce que vous avez, comme dans certains métiers d'ailleurs, des contrôles, des bilans de santé à faire régulièrement, que ce soit au niveau de la vue ou d'autres qualités humaines, pour continuer à piloter vos hélicoptères? Oui, tout à fait. Donc bon, on a des visites régulièrement. Donc jusqu'à 40 ans, c'est toutes les années. Et à partir de 40 ans, c'est tous les 6 mois. Et donc, on a des visites approfondies qui permettent de voir notre état et l'évolution de notre état, ce qui va donner l'aptitude ou pas. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez continuer toujours à travailler, à faire ces travaux de déliportage en montagne, par exemple? Ah oui, ben, pour l'instant, j'ai pas de souci à ce niveau-là. Hein. Et après, si je sens que il y a moins de vigilance, ben, c'est moi qui vais me limiter. J'ai pas besoin d'avoir un médecin ou d'avoir ceci ou cela. Je suis très conscient de ce que je fais, donc à ce moment-là, je mettrai des barrières. Comment on fait pour cumuler 35 000 heures de vol dans une carrière comme la vôtre? Ben, moi, j'ai piloté quasiment depuis que j'ai eu mon brevet privé, on va dire, parce que bon, le privé, ça me permettait de me balader et de partager un peu tous mes vols. Mais pas que. Après, le professionnel est arrivé et je pilotais tous les jours. Tous les jours. Il y a des journées, je faisais énormément d'heures. Et donc, ce qui a permis de cumuler beaucoup d'heures et d'arriver à ce staff. Vous volez aussi la nuit? Oui, alors, il n'y a pas tellement d'intérêt de voler la nuit. Bien évidemment, on est qualifié de nuit, mais soit c'est pour rentrer d'un chantier où on va terminer justement un peu la limite du jour et de la nuit. Mais il faut que les conditions soient réunies et soient bonnes. Mais il n'y a pas d'intérêt de le faire, de voler la nuit, parce que, à part faire des secours comme la sécurité civile ou la gendarmerie, mais il n'y a aucun intérêt de le faire. J'allais dire, ouais, à part un secours en montagne qui est vital, où là, bien sûr, on ne se pose pas la question si la météo le permet. Oui, mais c'est très encadré maintenant, le secours en montagne. Donc, voilà, je dis, on maintient nos compétences. Tous les 6 mois, on fait un petit vol avec mes enfants. Comme je suis instructeur, je suis FE. Donc, je fais un petit vol avec eux pour maintenir les compétences. Mais la nuit, pour moi, elle n'a pas d'intérêt. Quel conseil vous pourriez donner à un jeune qui a envie, comme vous, de devenir, comme vos fils, pilote d'hélicoptère aujourd'hui? Alors bon, c'est d'être passionné, bien évidemment. Alors je pense que ça fascine beaucoup de personnes. Hein. Et après, le premier barrage, il est quand même financier si on le fait dans le civil. Parce que un brevet professionnel, aujourd'hui, on va dire ça va coûter 200 000 €. Donc c'est les jolis fonds d'un appartement ou même voir un studio. Et après, il faut pouvoir le rentabiliser. Bien sûr, il y a toute une vie devant, mais le métier n'est pas expansif. Le gâteau, il ne s'élargit pas. Et il y a de plus en plus de monde qui veut tenter sa chance là-dedans, d'entreprises qui se créent.
Et forcément, c'est plus compliqué. Oui, il faut un brevet professionnel pour pouvoir transporter des passagers Ouais. et en vivre commercialement. Voilà. C'est important. Sinon, le simple brevet de pilote privé permet de voler à loisir, mais sans aspect commercial. Ouais, tout à fait. Bon, après, un brevet privé, c'est comme deux beaux voyages. Ça va coûter 45 000 euros, 50 000 euros. C'est deux beaux voyages qu'on va s'offrir, ou trois, à droite, à gauche, mais c'est un choix de la personne, ça. On peut se faire plaisir, passer son brevet privé, mais on ne peut pas en vivre. Absolument. Parmi les activités que propose Blujon Hélicoptère, il y a la partie technique et travaux héliportés en montagne, mais il y a aussi toute la partie loisirs qui est importante. Vous proposez un certain nombre de prestations, que ce soit en termes de mariage, de baptême de l'air, mais aussi de saut en parachute. Expliquez-nous un peu cette branche d'activité loisirs que vous avez développée. Oui, alors celle-ci, elle existe depuis longtemps, mais nous, on en a besoin parce que l'hiver, on a un peu moins d'activité avec le vage, mais on a quand même un peu d'activité et ça fait un bon complément. Donc on fait surtout des survols touristiques au départ de notre hélistation homologuée, là. Et ensuite, on fait aussi quelques VIP qui arrivent dans les aéroports, Genève, Lyon, Grenoble, Chambéry, Annecy, qu'on amène dans les stations, sur des hélistations. Et après, on a aussi en complément des activités comme le saut para. Donc on travaille avec une personne qui a son entreprise qui est professionnelle. Et on fait du largage para, au départ de Morzine, hein. Ensuite, on fait de l'initiation aussi. C'est quelqu'un qui souhaiterait avoir la sensibilité de piloter un hélicoptère, en tout cas de tenir le manche. Et c'est des petites activités, voilà, qui sont bien complémentaires à notre grosse activité. Alors dans cette initiation au pilotage, comment ça se passe concrètement? La personne vient, s'assoit, vous lui expliquez, vous démarrez l'hélico, vous décollez. Et, voilà, expliquez-nous un peu. Voilà, on fait un petit briefing au départ en leur expliquant est-ce que vous connaissez un peu la mécanique, est-ce qu'on leur donne quelques paramètres. Ensuite, eux ils viennent surtout pour toucher le manche, donc on ne va pas trop insister sur le fait de la théorie. Ensuite, on les installe, ils sont à notre côté gauche, on leur a monté le manche. Et donc nous on met en route, on leur fait une explication rapide parce que c'est pas le but. Ensuite nous on décolle avec l'hélicoptère et on va dans un site ou dans des endroits assez dégagés où on donne les conseils, on leur explique et donc ils ont le temps qu'ils ont pris. Oui. Et ensuite on revient, on pose, on fait un petit débriefing de satisfaction. Comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous avez ressenti, voilà. Oui, parce qu'un hélico, il n'y a pas que le manche, il y a aussi les pieds qui jouent un rôle important, les deux mains et les deux pieds. Voilà, oui, tout à fait. Il y a les pieds qui commandent le rotor de queue, qui permet lui de tourner sur place, mais aussi de maintenir l'hélico en vol en ligne droite ou faire des virages, parce que dès qu'on bouge le pas, on le baisse ou on le monte, il y a une influence sur le couple. Le couple, ça existe dans la voiture, ça existe de partout. Bien sûr. Donc, c'est ce qui permet de contrôler et de garder l'hélico en ligne de vol. Le pas, c'est le gros frein à main qui est sur le côté, voilà, le manche, comme on peut l'appeler. Et combien ça coûte cette initiation? Ça dépend de la durée du vol? Oui, c'est quelque chose qui va coûter entre 800 € et 1500 €, on va dire, en gros, sur notre appareil. Ça dure combien de temps? Une demi-heure? Parce que non, ça dure entre 20 et une demi-heure. Ouais, parce qu'il faut de la concentration naturellement. Oui, donc quand on a fait déjà 20 minutes, c'est déjà pas mal parce que ça épuise, ça demande une énergie quand même importante. J'imagine. Et vous montez à quelle altitude? On va pas haut, on est entre 1500 et 2000 mètres. Et c'est déjà très impressionnant. Oui. Pour les novices, comme moi. Ça peut l'être. Alors Christian, j'aimerais qu'on parle de la montagne que vous connaissez parfaitement. Quelle vision vous avez de la montagne aujourd'hui en 2026, vous qui l'avez vécu depuis 30-40 ans au quotidien? Comment avez-vous vu l'évolution de la montagne aujourd'hui et quel regard vous portez sur l'avenir? La montagne, c'est la respiration, c'est l'oxygène, c'est aussi la ressource. Et effectivement, elle a évolué parce que il y a la météorologie évolue, le climat évolue, donc elle évolue avec.
C'est aussi un terrain de jeu pour pas mal de sports d'hiver. Donc ça amène aussi du monde. Ça permet économiquement de faire vivre quand même beaucoup de gens. Ça permet aussi de pouvoir en profiter, de se ressourcer, d'être dans la liberté. Et ça, c'est quand même pas mal. Et aujourd'hui, toutes les entreprises qui travaillent dans la montagne pour justement satisfaire à tous les gens qui ont envie d'en profiter sont très éco-responsables parce qu'ils sont conscients que la nature, elle est simple, mais il faut la travailler un peu pour l'aménager parce qu'il y a aussi des risques. Donc, mais ils savent la remettre en forme, lui redonner sa noblesse. Est-ce que vous avez vu une réglementation également évoluer avec ce changement climatique, ces changements également d'évolution de la montagne? Est-ce que ça vous a impacté vous-même dans vos activités? Oui, forcément, ça sensibilise beaucoup plus les gens à mettre en place des systèmes qui permettent de respecter beaucoup plus la nature. Et ça, c'est important parce que je pense qu'on peut faire des choses, mais on doit les faire avec le bon sens. Et ça c'est important. Et je pense qu'à un moment donné, ce bon sens, il n'était plus là. Et de le ramener, c'est quand même bien. Est-ce que les Jeux de 2030 seront un moyen justement d'effectuer cette transition auprès du grand public et auprès des différents esprits également, que la montagne doit se respecter, doit être respectée? Bon, il n'y a pas que les Jeux, hein. Il y a beaucoup de sensibilisation à tout niveau. Les Jeux, forcément, ça a un bon impact positif et ça sensibilise encore plus les gens. Mais on doit la respecter tout le temps. Qu'il y ait les Jeux ou pas, on doit toujours être là, conscient que c'est ce qui va nous permettre de vivre le plus longtemps possible, nous, mais les générations futures. Est-ce que le manque d'enneigement impacte vos activités? Vous êtes sollicité pour d'autres travaux dans des refuges de montagne, par exemple? Il n'y a pas que les pylônes de remontée mécanique? Non, bien sûr, on travaille beaucoup avec les refuges, mais le manque de neige, il impacte surtout les stations de ski et les activités. Donc ils essayent d'avoir plusieurs activités pour faire plaisir aux gens, mais aussi pour en profiter. Parce que qu'il y ait de la neige ou pas, on voit dans les stations, les gens ont besoin de venir s'aérer. Donc ils recherchent une activité, bien évidemment, parce qu'il y en a, ils sont avec leurs enfants, leurs petits-enfants, et ils recherchent des bons restaurants, des gens sympathiques, des hôtels, des endroits pour pouvoir se promener. Donc c'est tout un complexe qui fait que tout le monde est sensible à ça. Et bien sûr, au travers de ça, il y a un peu un côté business, évidemment, mais parce que ça coûte de construire tout ça aussi, hein. C'est vrai que les chiffres traduisent la réalité, c'est-à-dire que les gens skient moins longtemps la journée, mais profitent plus des activités annexes, et les stations s'orientent également vers des activités tout au long de l'année, et plus simplement été-hiver, des stations 4 saisons comme on les appelle aujourd'hui. Oui, tout à fait, ouais, c'est bien aussi parce que ça permet aussi à avoir une clientèle très diversifiée et qui font vivre aussi toute cette partie d'activité qui est importante parce que malgré tout, elle est saisonnière. Des stations comme Châtel, par exemple, qui se remettent tout le temps en question avec leur maire très dynamique, Nicolas Rubin, que vous connaissez d'ailleurs très bien. Oui, tout à fait, qui est un personnage extraordinaire, très sérieux et qui fait bien les choses et qui promue sa station, sa vallée authentique, et ça c'est bien, on en a besoin de gens comme ça. Un témoignage précieux qu'il a apporté dans votre livre, on va en parler maintenant, qui s'appelle 394 tours minutes. C'est la vitesse de rotation du rotor, je l'ai lu dans votre livre, bien sûr. Est-ce que c'est toujours cette vitesse-là pour tous les rotors d'hélico ou c'est particulier à l'écureuil B3 ?
Non, c'est particulier à l'écureuil. Après, les autres appareils, ils ont aussi leur vitesse de rotor en fonction de leur masse, de leur puissance. La puissance des turbines. Voilà. Alors ce livre magnifique que je conseille vivement à se procurer, à lire et voir les photos, qui a eu l'idée de cet ouvrage? Ben, c'est moi, il y a déjà longtemps que je l'ai commencé, il y a presque 7-8 ans. Mais l'inspiration je l'avais, mais j'arrivais pas à trouver les personnes forcément qui m'aident, parce que c'est pas simple de faire un livre, et quand on fait un ouvrage, il faut quand même pas raconter n'importe quoi, et il faut avoir un axe, donc voilà, j'ai chaque année ou 2 années ou 3 années, je me dis moi je vais essayer là, donc j'en discutais un petit peu, puis après ça passait, puis après je me suis dit tant pis, mais j'avais quand même envie de le faire parce que pour laisser une trace par rapport à mon vécu, la transmission de l'entreprise à mes enfants, et puis j'ai trouvé un jour une personne qui m'a dit oui, non, mais moi je peux t'aider. Et voilà, c'est parti comme ça. Les planètes se sont alignées, les bonnes personnes se sont présentées. C'est un ouvrage qui restera, comme on dit, qui permet vraiment de vous découvrir, vous, votre parcours, vos activités, votre famille et votre société. Oui, tout à fait. Ça restera, ouais. Quels sont l'avenir maintenant pour Bujon Hélicoptère 2026, mais aussi les prochaines années, les 40 ans en 2028? Est-ce qu'il y a des grands moments à venir? On va continuer notre activité et la maintenir rentable, parce que c'est quand même aujourd'hui, on va dire, le point numéro 1. Parce qu'il y a quand même beaucoup de monde. L'ambiance de l'aéronautique et de l'hélicoptère a énormément changé, parce que forcément il y a un brassage de personnes qui sont plus ou moins passionnées. Il y a des sociétés qui se créent. Donc forcément, mais ça c'est dans tout métier. Donc moi j'ai toute ma vie travaillé avec de la concurrence. Ça stimule. Ouais, ça stimule. Moi, je suis content parce que ça donne encore envie de se décupler et d'aller plus loin. Pour terminer, Christian, on a un rituel dans chaque épisode. Quel serait le message que vous souhaiteriez faire passer à nos auditeurs? Leur dire, on sera là le plus longtemps possible. Venez nous voir, faites-nous confiance et on vous fera partager notre métier, des beaux paysages, et puis on continuera à être toujours de la même manière. Christian, je vous remercie pour le temps que vous nous avez consacré. Merci pour cet entretien. Un parcours de vie inspirant qui est un modèle pour tous ceux qui ont des rêves. Et je vois que vous avez un livre d'Antoine de Saint-Exupéry dans votre bureau qui dit « Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité ». C'était un dicton d'un grand pilote comme vous également. Oui, mais c'est véridique. Merci Christian. Bien sûr, rendez-vous sur le site internet de l'entreprise qui est très bien fait, www.bujonhelicoptère.com, et naturellement sur les réseaux sociaux. Ouais. Je remercie Élise également qui m'a permis de bien préparer ce rendez-vous, et transmettez toutes nos amitiés à Sébastien, Hugo et Victor. Merci Christian et à bientôt. Merci à vous, très bonne journée.